tous, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer de l'épisode 7 de la saison 6 de Game of Thrones. Alors comme d'habitude, il y aura des spoilers sur l'épisode, forcément, mais pas sur le livre. Inhabituellement, l'épisode commence avant le générique, on a une petite scène où on se croirait dans les piliers de la Terre et on apprend que Sandor Clegane, donc The Hound, n'est pas décédé. Je vais finir par croire que personne n'est vraiment mort dans cette série si ça continue comme ça. Tous les personnages qu'on n'a pas vraiment vu mourir ont l'air de revenir. Donc on a Clegane, je me demande si on va retrouver Stannis, même si Brienne dit l'avoir tué, bon peut-être qu'elle a menti au final. Et est-ce que quelqu'un peut me dire si on a clairement vu Sylvio Forel mourir? Bon, Oberyn je crois que c'est mort quand même, malheureusement pour moi. Mais au final j'étais même pas tellement surprise de le retrouver. Je l'aime bien parce que c'est un personnage assez cool, il passe sa vie à bougonner et c'est quelque chose que j'aime assez bien. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle de le retrouver. On a ensuite une scène entre Marjorie et le High Sparrow qui est d'ailleurs très féministe, on le remarque puisque la femme durant l'acte doit juste, ne doit pas avoir envie mais doit juste avoir de la patience. Waouh, c'était grandiose. Et bon, elle continue très bien son rôle de petite fille pieuse et le High Sparrow la met en garde pour sa grand-mère. Il lui dit grosso modo qu'elle ferait bien de faire attention parce que elle est également une pêcheuse, blablabla. En gros, il lui fait comprendre que si elle commence à les énerver un peu, elle risque de finir au cachot également. Alors ça ne traîne pas, dans la prochaine scène, Marjorie retrouve Olenna et lui conseille de quitter la capitale pour retourner à Highgarden, donc le fief des Tyrell. Et on voit bien qu'Olenna est énervée de voir Marjorie aussi pieuse, aussi aveuglée par la foi. Et Marjorie glisse un petit papier à Olenna qui d'un coup change d'avis. La grand-mère acariâtre a compris que sa petite fille a quelque chose derrière la tête. Alors moi j'ai pas l'impression que la Septa ait vu ce passage de petits mots, mais ma soeur dit qu'elle l'a remarqué. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère qu'elle ne l'a pas vu et que le plan de Marjorie va bien se dérouler, mais c'est vrai qu'elle risque quand même gros si elle essaye de se retourner contre le High Sparrow. Moi je pense en tout cas que c'est ce qu'elle va essayer de faire. À mon avis, elle va essayer de prendre sa place, d'autant que leur religion n'arrête pas de parler de la mère, de l'amour de la mère, etc. Je pense qu'elle va plus ou moins essayer de prendre sa place et faire comprendre au peuple que quelque part c'est elle la mère, ce serait elle la mère de la foi. Je suis pas sûre que je m'exprime très bien, mais je pense que c'est un plan qu'elle pourrait avoir et j'aimerais bien en tout cas que ce soit quelque chose dans ce goût-là. On quitte la capitale et on part dans le nord où Jon Snow parvient à convaincre les Wildlings de le suivre dans sa guerre contre l'autre bâtard du nord. Il a pas eu trop de mal, Tormund l'a bien aidé et ça laisse envisager des bonnes choses pour la suite. Mais on va voir que c'est pas si simple un peu plus tard dans l'épisode. Retour à King's Landing pour une petite scène entre Olenna et Cersei que j'ai bien aimée parce que Cersei essaye de convaincre Olenna qu'elles doivent travailler main dans la main, qu'elles doivent s'associer pour parvenir à sauver Loras et Tommen et Marjorie. Sauf que la mamie n'est pas dupe et que pour une fois ça fait du bien de voir Cersei se ramasser, que son plan ne fonctionne pas et qu'elle est vraiment toute seule. Comme Olenna lui dit, c'est fini, elle a perdu. Et j'ai beaucoup aimé cette scène parce que d'abord j'adore cette grand-mère, elle est trop géniale. Et ça faisait du bien de voir quelqu'un remettre Cersei un peu à sa place. Vraiment, elle en a besoin. Parlant des Lannister, on retrouve Jaime qui est parti vers Vivseg et qui y arrive d'ailleurs, où il assiste à une scène entre les Frey et les Tully, puisqu'il y a Blackfish qui est au-dessus des remparts et Edmure qui est entre leurs mains et il menace de le pendre, mais comme il voit que ça marche pas, il menace de lui couper la gorge et l'oncle comprend très bien, enfin quand je dis l'oncle c'est l'oncle de Catelyn, mais bon pour moi c'est l'oncle Tully. Bref, il comprend très bien qu'ils n'oseront jamais le faire, que ce sont des menaces dans le vent. Ils sont vraiment ridicules les deux. C'est assez désespérant. Je pense que si Walder Frey les voyait, il mourrait de honte. C'est pas possible. Bref, Jaime prend un peu les choses en main avec Bronn. Ça fait plaisir de retrouver Bronn parce que, encore une fois, c'est un personnage un peu bougon et à l'esprit assez vif. Il est cool, je l'aime bien.
Et ça fait du bien de voir Jamie enfin débarrassé de Cersei. Il va commencer à prendre ses propres décisions, il prend un peu confiance en lui, il va prendre des initiatives. Mon dieu, ça ne lui était pas arrivé depuis 2 saisons peut-être. Je sais plus combien de temps ça fait, mais ouf, merci de l'avoir séparé de sa sœur. Mais je pense que le personnage qui domine dans toute cette scène, c'est quand même le fameux Blackfish. Il est tellement classe. Moi, il a mon adhésion totale. Après avoir convaincu les Wildlings, Jon Snow commence à faire la tournée des maisons et on le retrouve chez les Mormons. Oui, je dis Mormons. Il s'y retrouve face à la petite Lyanna qui a pourtant déjà toute une grande. Franchement, pour moi, elle a volé l'épisode, elle était un niveau au-dessus de tout le reste. Elle envoyait vraiment du lourd, elle était géniale. J'ai adoré ce personnage et limite maintenant je veux que ce soit elle qui gouverne sur le nord, limite peut-être avec Rickon Stark, une petite alliance comme ça. Donc franchement elle était vraiment géniale. Et au-delà de la scène en elle-même où on voit que Davos parvient encore une fois à convaincre des gens, il est très bon pour convaincre et pour parler en bien de la personne qui est à ses côtés. Il l'avait déjà fait avec Stannis, il avait vanté son sens de la justice. Ça avait très bien marché et encore une fois ça marche très bien. Et Davos sait s'y prendre avec les enfants. Hein. Que cette phrase ne soit pas détournée de son contexte, s'il vous plaît. On retourne ensuite à Vive Seg où Jaime demande à voir Blackfish en tête-à-tête et ce dernier lui laisse comprendre globalement qu'il n'a pas du tout l'intention de se rendre et qu'il a des provisions pour 2 ans et que s'ils veulent tenir en siège pendant 2 ans, eh bien tant mieux, mais que lui, il ne laissera pas les soldats s'emparer du château. Il a bien raison, il a la classe, il est vraiment trop cool, il a bien tenu tête à Jaime. C'était une scène sympa, j'ai bien aimé. On reprend ensuite avec Jon qui continue à faire sa petite tournée des maisons. Il est à la maison Glover où on lui formule assez clairement un refus de le suivre. En fait on remarque que ça va de moins en moins bien pour lui. Les Wildlings ça a été sans trop de difficultés, les Mormons ça a été compliqué et les Glover c'est mort, c'est mort-né quoi. Sansa essaye bien de mettre son grain de sel et d'emporter leur adhésion en leur rappelant que ce sont des vassaux des Stark, mais ça ne fonctionne pas et elle se fait un peu remettre en place. On rejoint ensuite les Greyjoy qui étaient absents de l'épisode précédent et on dirait bien qu'ils sont à Essos, donc où exactement je ne suis pas sûre. On apprend que leur plan est effectivement de rejoindre Daenerys. Moi j'espérais vaguement qu'ils allaient peut-être aller aider les Stark à reprendre le nord et puis partir vers Daenerys, mais c'est vrai que ça aurait pris un peu trop de temps, ça aurait fait traîner les choses. Bon, voilà. Donc j'espère que la rencontre entre les deux va avoir lieu avant la fin de la saison. Ceci dit, on remarque que leurs vaisseaux sont effectivement très rapides. Hein. Je veux dire, Theon avait déjà eu plus ou moins le don de se téléporter à la Littlefinger, mais là ils sont encore une fois allés très vite. Bon. Je vais pas me plaindre parce que je trouve en général que ça n'avance pas assez vite, mais c'est vrai que ces voyages sont parfois un peu irréalistes. On découvre après ça le campement que Jon a mis en place et on voit qu'il y a quelques tensions entre les différentes les différentes forces qu'il a rassemblées, puisque il y a des hommes qui se battent et qu'il n'a pas rassemblé autant d'hommes qu'il l'aurait voulu. Il y a, je pense, un peu moins de 3000 hommes quand même. Et Sansa décide d'écrire un message. Et je pense pas que ce soit pour les Tully où elle a déjà envoyé Brienne. Mais à mon avis ça doit être un message à Littlefinger. Je vois vraiment pas qui d'autre ça pourrait être. Il doit être content lui, il va recevoir ça, il va être très content. Franchement, moi, plus on voit Littlefinger, plus je suis contente, surtout qu'il est tellement mystérieux comme ça, il a toujours des idées derrière la tête. J'aime beaucoup le voir, je trouve que c'est un personnage hyper intéressant qui rend les choses autour de lui intéressantes, donc vivement qu'il débarque. Votre épisode est interrompu une fois de plus pour retrouver les piliers de la Terre. On apprend que le Septon n'a pas toujours été très catholique entre guillemets, le mot est mal choisi ici puisqu'effectivement la religion, la religion n'est pas le catholicisme, mais bref, vous comprenez
le sens de ce que je viens de dire. Et il rencontre 3 cavaliers qui sont manifestement issus de la fraternité sans bannière. Et il y a comme un petit malentendu entre eux puisqu'ils n'ont pas les mêmes croyances. Et ces 3 cavaliers sont un peu menaçants sans l'être vraiment. Ça met une petite tension même si au final ils semblent s'en sortir à bon compte. Suite à cette scène, on imagine mieux où est situé leur campement. Il doit être pas très loin de Vivseg, puisque je vous rappelle que les Tully se sont alliés à la fraternité sans bannière, on l'a appris dans l'épisode précédent, donc j'imagine qu'ils doivent être dans les environs. Enfin, on retrouve notre petite Arya qui a envoyé, je vous le rappelle, balader le Multifaces God, et on remarque qu'elle essaye de rentrer à Westeros. Elle a plein de fric, tant mieux pour elle. On se dit que ça va pouvoir marcher éventuellement, mais on se rappelle que la blondasse, on va l'appeler comme ça puisqu'elle n'a pas de nom, est toujours à sa poursuite. Et manifestement Arya, elle n'en a pas vraiment conscience, elle est plutôt insouciante, elle se balade, je trouve, assez tranquillement dans la rue. Et ce qui devait arriver arriva, il y a une petite vieille qui arrive derrière elle et qui lui fait son petit Red Wedding à elle toute seule. Je sais pas vous, mais personnellement, dès que j'ai vu la vieille, j'ai compris que c'était la blondasse. C'était assez évident, j'attendais juste de voir quand elle allait arriver, donc on s'y attendait. Maintenant, la violence du truc était un peu inattendue. Je trouve que ça aurait été plus efficace de l'égorger, je sais pas pourquoi elle a juste entre guillemets poignardé son ventre, mais bon. Arya saute du pont, arrive dans l'eau et est laissée là pour morte. Heureusement, on voit qu'elle a survécu, mais pour combien de temps encore? Sa blessure est assez profonde manifestement et elle déambule dans les rues avec son ventre ensanglanté. Et c'est comme ça qu'on l'abandonne. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais concernant Arya, j'espère vraiment qu'on va apprendre que son entraînement lui a servi à quelque chose, parce que jusqu'ici, les 2 saisons ont été plutôt longues et pénibles à suivre. On s'attendait à ce qu'il arrive quelque chose de super badass, genre qu'elle devienne une des prêtresses et qu'elle puisse tuer toutes les personnes sur sa liste. D'une façon, elle l'a plus ou moins fait, puisqu'elle a pu barrer quand même un nom. Mais elle a été punie pour ça, et blablabla. Et ça a été une storyline assez éprouvante pour le spectateur. Donc si c'était vraiment pour rien, ça m'énerverait un petit peu quand même. Je vais pas me plaindre tout de suite parce que je me dis que jamais ils auraient passé autant de temps là-dessus si c'était vraiment inutile. Mais si ça l'est, si jamais ça l'est, je vais pas être contente. Croisez les doigts avec moi pour que Arya n'ait pas juste perdu son temps pendant je ne sais combien d'années. Voilà. Pour la dernière scène, on a les premiers morts de l'épisode. Ouf, ça faisait longtemps. Donc toute la petite communauté des piliers de la terre s'est fait décimer. On devine que ça doit être la fraternité sans bannière. Et là, Sandor Clegane décide de reprendre son côté violent, entre guillemets. Il attrape sa hache, il s'en va et l'épisode finit sur le Poor Lonesome Cowboy. Ce que j'imagine, c'est qu'il risque de se retrouver comme par hasard à King's Landing pour le procès de Cersei et qu'il pourrait affronter la montagne. Pourquoi pas. Sinon, je vois pas très bien ce qu'il va faire d'intéressant. Pour l'appel aux disparus, je fais appel aux White Walkers qu'on n'a plus vus depuis quelques épisodes et qui traînent toujours derrière le mur. Encore et toujours Gendry, j'ai quelques appels aux disparus qui ont fonctionné, donc je continue à le mettre dedans histoire que peut-être il y ait une chance un jour de le revoir. Et finalement, bon, c'est pas un disparu, mais j'espère qu'on va revoir Littlefinger assez rapidement. Et voici qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos propres avis, vos idées sur ce qui va peut-être se passer dans les prochains épisodes. Si vous avez aimé celui-ci ou pas, si vous pensez que ça va décoller dans les suivants, personnellement, j'espère, vraiment. Quant à nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, en attendant laquelle je vous fais des bisous. Bye bye!